Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la correction de l'examen de mathématiques du jury CE16 général de la deuxième session de l'année scolaire 2023-2024. Dans cette vidéo, je corrigerai les questions 6 à 10 de l'examen, soit la deuxième moitié de l'examen. Question 6, c'est une question de probabilité. On considère une expérience aléatoire et deux de ces événements A et B donnant l'arbre de probabilité suivant. Et donc l'arbre de probabilité, il vous est donné ici, partiellement complété, puisque vous voyez qu'il manque certaines informations sur les branches. On vous donne également comme information que la probabilité de l'événement B est de 23 sur 42. On vous demande de calculer la valeur de x. Alors cette première question est assez simple puisque x se trouve ici. Et donc puisqu'on sait qu'ici c'est 2 septièmes, on sait que les deux ensemble doivent faire 1. Donc 2 septièmes plus x doit faire 1, ce qui permet de trouver x est égal à 5 septièmes. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur de y. Alors y se trouvant ici, on va pouvoir utiliser l'information que la probabilité de B c'est 23 sur 42. La probabilité de l'événement B, eh bien, on va la trouver le long de cette branche-ci en faisant 2 septièmes fois y, mais aussi le long de cette branche-ci en faisant x fois la valeur ici. Et la valeur ici, eh bien, ce sera 1,5 puisqu'ici c'est 1,5 et que ces deux-là ensemble doivent faire 1. Donc vous pouvez écrire que 2 septièmes fois y plus x fois 1,5, ça fera 23 sur 42. Et puisque x a déjà été calculé précédemment, vous pouvez remplacer x par sa valeur ici et il ne vous reste que y comme inconnu. Vous pouvez donc calculer y avec le calcul suivant et un petit calcul de fraction va vous donner 56 sur 84 qui se simplifie en 2 tiers. Question suivante, on vous donne deux événements A et B tels que la probabilité de A est égale à 1 sixième et la probabilité de A union B est égale à 1 demi. Alors je précise que les deux événements A et B dont on parle ici n'ont rien à voir avec la question précédente. Il s'agit d'un nouvel exercice. Et puis on va vous demander donc dans trois situations différentes de calculer la probabilité de l'événement B. Alors pour calculer la probabilité de l'événement B, nous allons avoir besoin de la relation de Boole que je vous rappelle ici. La probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection de A et B. Le premier cas de figure qu'on vous propose, c'est que A et B sont incompatibles. Alors si A et B sont incompatibles, ça veut dire que leur intersection est vide et donc que la probabilité de l'intersection de A et B est égale à 0. Ce qui simplifie évidemment cette relation-ci, puisque ce terme disparaît, et on va pouvoir calculer P de B en faisant probabilité de A union B moins la probabilité de A. Ces deux informations sont données dans l'énoncé, et donc il suffit de faire 1 demi moins 1 sixième, et ça nous donne 1 tiers. Deuxième cas de figure, on vous dit que l'événement A ne peut être réalisé que si l'événement B est réalisé. Ça veut dire que A est inclus dans B. Donc lorsque A est inclus dans B, l'union de A et de B sera simplement B. Donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité de B. Puisqu'on vous donne la probabilité de A union B ici, ça veut dire qu'on vous donne la probabilité de B qui est de 1,5. Troisième cas de figure, on vous dit que les événements A et B sont indépendants. Et lorsque les événements A et B sont indépendants, vous pouvez écrire que la probabilité de l'intersection de A et B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc, cette probabilité-ci s'écrit P de A fois P de B. Je fais donc ça ici. À ce moment-là, eh bien, vous pouvez isoler l'inconnu qui est probabilité de B et vous pouvez donc la calculer grâce à cette formule-ci, qui est donc tirée de celle-ci. P de A union B est donné dans l'énoncé, c'est 1,5, et P de A, c'est 1 sixième. Vous pouvez remplacer par les valeurs, calculer, et vous obtenez que la probabilité de B sera de 2 cinquièmes. Question 7, on parle maintenant de loi de probabilité. On vous parle d'un GSM qui est donc à un coût de fabrication de 200 €. Et la machine qui fabrique les GSM peut parfois entraîner des défauts. Un défaut noté A et un défaut noté B. Un GSM peut avoir les deux défauts en même temps. Donc 10% des GSM possèdent le défaut A, 7% des GSM possèdent le défaut B et 2% possèdent les deux défauts. Ça veut dire que 8% des GSM possèdent le défaut A uniquement, puisque parmi ces 10%, eh bien 2% possèdent les deux défauts, et qu'il y a 5% des GSM qui possèdent uniquement le défaut B. Les GSM sont vendus 600 € pièce, après avoir été réparés si nécessaire. Corriger le défaut A coûte 40 € et corriger le défaut B coûte 75 €. On vous demande le bénéfice qu'un fabricant peut espérer s'il vend un GSM choisi au hasard. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est regarder le bénéfice
que le fabricant peut tirer de la vente d'un GSM suivant que ce GSM ait des défauts ou non. Donc, faisons un tableau où on considère soit un GSM sans défaut, soit un GSM avec le défaut A uniquement, soit un GSM avec le défaut B uniquement, soit un GSM avec le défaut A et le défaut B. Les probabilités correspondantes sont les suivantes. Donc, les deux défauts, c'est 2%. Défaut A seul, ce sont les 10% moins ces deux-là, c'est-à-dire 8. Et le défaut B seul, c'est 5%. Et donc, avec ceci, on a au total 15% de GSM défectueux, ce qui veut dire qu'on en a 85 sans défaut. Quand il n'y a pas de défaut, le GSM qui a coûté 200 € est vendu 600 € et donc le bénéfice est de 400 €. Si nous avons un défaut, il faut réparer ce défaut, ce qui va diminuer notre bénéfice. Donc, si on a un défaut A, le bénéfice sera diminué de 40 €, donc 360. Si on a un défaut B, le bénéfice sera diminué de 75 €, donc 325. Si on a les deux, il faudra faire 400 moins 40 moins 75 pour avoir le bénéfice. Et ce qu'on demande, c'est l'espérance mathématique de ce bénéfice. Alors la formule de l'espérance mathématique, elle est ici et elle est présente sur le formulaire que vous recevrez à l'examen. Donc vous ne devez pas nécessairement connaître cette formule par cœur. Par contre, il faut savoir l'appliquer. Vous devez faire la somme des probabilités fois les valeurs de x. Donc vous allez prendre la valeur du bénéfice multipliée par la probabilité correspondante et vous allez additionner ça pour toutes les lignes de ce tableau. Et vous allez alors obtenir l'espérance mathématique du bénéfice qui est de 390,75 €. Question suivante, on vous parle de durée de vie de la batterie d'un ordinateur portable et cette durée de vie est modélisée par une variable aléatoire x qui suit la loi normale de moyenne 600 et d'écart type 75 et on vous demande quel graphique proposé en dessous de cette question-là représente correctement la situation. Alors tout d'abord, une loi normale est centrée sur la valeur de sa moyenne. Donc vous devez déjà éliminer le graphique 1 et le graphique 3 qui sont indiqués ici. Si on zoome un petit peu ou si on a de très bons yeux, on voit ici que sur l'axe des X, nous avons la valeur 75 et ici aussi. Or que ici, nous avons 600 et 600. Ce sont bien un de ces deux-là qui sera correct puisque la loi normale, elle est centrée sur la valeur de la moyenne, donc sur 600. Ensuite, à vous de savoir que 95% de l'effectif est comprise entre moins 2 sigma et plus 2 sigma. Sigma étant 75, vous devez considérer donc moins 50 et plus moins 150 et plus 150 autour de 600. Donc, si on regarde un petit peu correctement les graduations, ici il est marqué 600, 625, et bien jusqu'ici nous avons 75 au-delà de 600, donc en fait on n'a que 1 sigma, tandis qu'ici on a 2 sigma. Et donc c'est bien le graphique 4 qui était correct. Ensuite, on vous demande de calculer la probabilité, toujours pour cette même loi normale, la probabilité que x soit comprise entre 550 et 800. Donc je rappelle que x est une loi normale de moyenne 600 et d'écart type 75. Première chose que nous allons faire, c'est créer une variable centrée réduite en faisant x moins 600 sur 75 et cette variable centrée réduite va donc suivre la loi normale 0,1. Loi normale dont vous allez recevoir le tableau à l'examen et donc vous allez pouvoir calculer les probabilités à partir de ce tableau. On vous demande la probabilité que x soit compris entre 550 et 800, c'est donc la probabilité que z, cette valeur-ci, soit comprise entre 550 moins 600 sur 75 et 800 moins 600 sur 75. Vous calculez ces deux valeurs-là et vous avez ici la probabilité que vous devez calculer. Alors l'utilisation de la loi normale vous permet de remplacer cette expression-là par la probabilité que z soit plus petit que 2,67 moins la probabilité que z soit plus petit que moins 0,67. Cette valeur-là, vous pouvez la trouver directement dans votre tableau de la loi normale, dans les tables de valeurs de la loi normale. Par contre, ici, il y a une petite manipulation à faire puisque vous avez ici une valeur négative et il n'y a que les valeurs positives dans votre tableau. Pour ça, je rappelle que la probabilité que z soit plus petite qu'une valeur négative, c'est 1 moins la probabilité que z soit plus petit que la valeur positive correspondante. Et donc, je peux remplacer ceci par ceci et j'obtiens donc la formule ici. Et maintenant, c'est très très simple puisque cette valeur-là, vous la trouvez dans votre table et celle-ci aussi.
À vous d'aller chercher la bonne valeur dans vos tables et puis de faire le calcul et vous avez la bonne réponse à ce calcul de probabilité. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la loi normale et les calculs de probabilité associés à cette loi normale via les tables, je vous invite à aller visionner ma vidéo à ce sujet. Question 8, on passe aux intégrales. Première question, on vous demande de déterminer des primitives. Alors, vous avez 3 propositions de primitives et ces 3 exercices, à chaque fois, font appel à une formule différente de primitive. Alors, pour la première, je rappelle ici que lorsque vous avez une composée de fonctions, ou en fait, vous avez une fonction composée d'une fonction du premier degré ici, un kx plus p, vous pouvez, dans votre calcul de primitive, simplement vous concentrer sur la primitive de f, et donc calculer le grand f, de la primitive de f. Donc simplement vous allez calculer grand f de kx plus p et il ne faut pas oublier de mettre le 1 sur k qui est ici. Donc cette formule est très pratique dans ce cas-ci, puisque vous avez cosinus de 3x plus 1, 3x plus 1 est bien une fonction du premier degré, et bien vous pouvez vous contenter de déterminer la primitive de cosinus que vous connaissez évidemment puisqu'il s'agit d'une fonction visuelle. Simplement vous allez écrire sinus non pas de x mais de 3x plus 1 comme ici, et n'oubliez pas le 1 sur k, donc dans ce cas-ci le 1 sur 3 qui doit intervenir là dans votre primitive. Pour la deuxième primitive, eh bien, vous voyez que vous avez une somme de 2 puissances de x. Vous avez x exposant 1 et en fait ici vous avez x exposant moins 2. Ce sont 2 puissances. Donc je vous rappelle ici la primitive d'une puissance de x. Donc vous devez faire, quand vous avez x exposant n, vous devez noter ici x exposant n plus 1 divisé par n plus 1. Donc vous avez un premier terme x exposant 1, donc ça va devenir avec cette formule-là x carré sur 2. Et ici vous avez x exposant moins 2. Donc avec cette formule, ça deviendra x exposant moins 1 sur moins 1. Alors bien sûr, ceci n'est pas très élégant comme écriture, donc vous pouvez réécrire ça de la manière suivante. Pour la troisième primitive, là qui est un petit peu plus complexe, vous voyez que vous avez un produit de fonction, vous avez un 2x carré, vous avez un ln de x. Et bien lorsque vous avez une primitive à calculer où il y a des ln de x qui interviennent, eh bien, assez souvent, on peut s'en sortir grâce à l'intégration par partie, dont je rappelle la formule ici. Je vais choisir comme u ln de x, et donc mon v' sera de x carré. Une fois que j'ai choisi u et v', eh bien, il me faut u', donc je vais dériver ln de x, ça me donne 1 sur x, et je vais intégrer v, 2x carré, ça va me donner 2x3 sur 3, donc 2 tiers de x cube. Et puis, j'applique la formule ici, je remplace u, v, u', v par tout ce que j'ai ici, et je vais donc obtenir, ça c'est u, ça c'est v, ça c'est u, donc 2 tiers de x cube fois ln de x, moins u', donc moins le produit de ces deux choses-là. Le facteur 2 tiers, je peux le mettre en dehors de l'intégrale, et donc il me reste 1x fois x cube, donc ça fait x carré dx. Et cette intégrale-ci est évidemment beaucoup plus facile à calculer. La primitive de x carré, c'est simplement x3 sur 3. Voilà, ici c'est déjà une réponse tout à fait correcte. Maintenant, si vous voulez la rendre un petit peu plus élégante, libre à vous de mettre 2 tiers de x cube en évidence, et ça vous donne donc la primitive suivante. Ensuite, on vous demande de calculer une intégrale définie. Maintenant, donc on vous demande de calculer l'intégrale de 1 plus ex exposant 3 fois e exposant x, et ça entre les bornes 1 et 3. Alors évidemment, il faut bien observer ceci et se rendre compte que nous avons premièrement ici une composée de fonctions. Nous avons la fonction 1 plus e exposant x qui est ensuite mise au cube. Donc là, vous avez bien une composée de fonctions. Et tout ceci est multiplié par e exposant x, et e exposant x, c'est en fait la dérivée de cette parenthèse. Et donc là, vous avez ici la formule qui vous permet de vous en sortir. Donc lorsque vous avez ici une composée de fonction qui est multipliée par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur ici de votre composé, eh bien il vous suffit de considérer la primitive de ce petit f, mais vous n'allez pas écrire grand f de x, mais grand f de g de x. Donc dans ce cas-ci, mon petit f de x, c'est la fonction cube. Intégrer une fonction cube, ça devient exposant 4 sur 4. Et donc je vais prendre ma fonction 1 plus e exposant x, exposant 4 sur 4, que je vais donc calculer entre 1 et 3. Donc je vais prendre cette fonction-ci en remplaçant x par 3 et soustraire la même fonction en remplaçant x par 1. Je prends ma calculatrice pour calculer cette valeur-là et j'obtiens l'intégrale demandée.
Troisième question ensuite concernant cette partie des intégrales. On vous donne une fonction sous forme graphique et on vous demande de calculer une certaine intégrale. Donc on vous demande l'intégrale de moins 1 à 5 de la fonction qui est représentée là. Alors là, il faut évidemment comprendre que ce qu'on vous demande, c'est l'aire qu'il y a sous la courbe, donc comprise entre la courbe et l'axe des x, entre x est égal à moins 1 et x est égal à 5. Donc en fait, on vous demande l'aire de cette forme géométrique que j'ai indiquée en bleu ici. Deux possibilités pour résoudre ceci. Soit vous trouvez l'expression de cette fonction-là, qui sera donc une fonction du premier degré, et de celle-ci, qui sera une autre fonction du premier degré, et vous faites un calcul d'intégrale en cherchant la primitive, etc., tout comme on vient de faire dans les exercices précédents. Ou alors, simplement, vous vous dites, ok, ça c'est une forme géométrique simple. Je peux simplement calculer l'aire avec mes formules de géométrie. Et vous pouvez donc décomposer cette forme géométrique en plusieurs parties faciles à calculer. Par exemple, d'abord, ce triangle ici, vous pouvez faire base fois hauteur sur 2, donc 2 fois 2 sur 2. Puis vous avez ici un rectangle de 4 sur 1, donc vous allez rajouter plus 4 fois 1. Et il vous reste ensuite un triangle, base qui est égal à 4 fois hauteur qui est égal à 1 sur 2. Et ça vous donne 8 et c'est quand même plus simple qu'un calcul d'intégrale. Question 9. Fonction exponentielle et logarithme. On vous parle d'une entreprise qui peut extraire entre 1 et 70 tonnes de minerais de la carrière qu'elle exploite. Les bénéfices exprimés en millions d'euros de l'exploitation sont donnés par la fonction qu'on vous donne là, où en fait x est la quantité de minerais extraite en tonnes, et donc ce x est compris dans l'intervalle 1 à 70. On vous demande de résoudre l'inéquation f de x plus grand que 0 et interpréter économiquement le résultat. Donc f de x plus grand que 0. On réécrit la valeur de f de x telle que donnée dans l'énoncé et on indique plus grand que 0. Et ensuite, on résout cette inéquation et on réfléchit un petit peu. Une expression qui doit être plus grand que 0, ça veut dire une expression qui doit être positive. Or, cette expression ici est un produit de deux fonctions. Une exponentielle est toujours positive. Donc en fait, pour que l'ensemble de cette expression soit positif, il suffit que 2x moins 30 soit positif, puisque si ça c'est positif multiplié par quelque chose de positif, ce sera positif. Donc votre inéquation qui semblait compliquée est en fait qu'une simple inéquation du premier degré que l'on résout en trouvant x plus grand que 15. Et on vous demande d'interpréter ce résultat. Eh bien, puisque f de x représente un bénéfice plus grand que 0, ça veut dire que la société fonctionne et fait du bénéfice. Et ce bénéfice plus grand que 0 n'est possible que si x est plus grand que 15 et x, c'est le nombre de tonnes de minerais extraits. Donc, il faut extraire au moins 15 tonnes de minerais pour faire du bénéfice. Voilà l'interprétation économique du résultat que l'on vient de calculer. Deuxième sous-question, on vous demandait de dresser le tableau de signes de la fonction dérivée f'. Donc, cette fonction-là, il faut que je la dérive. Il s'agit d'un produit, donc je vais utiliser la formule du produit. Je vais dériver le premier facteur, c'est-à-dire 2x moins 30, la dérivée c'est 2, multiplié par le deuxième facteur que je ne touche pas, et puis j'additionne le premier facteur auquel je ne fais rien, et je multiplie par la dérivée du deuxième facteur qui est une exponentielle. Donc je vais avoir e exposant moins 0,1x fois le coefficient ici de x, c'est-à-dire moins 1 dixième. Je peux bien évidemment mettre l'exponentielle en évidence pour avoir ceci, et ici cette parenthèse, je peux également la réduire au même dénominateur, ce qui va me faciliter maintenant l'étude de signes, puisque c'est ça qu'on me demande. On me demande le tableau de signes de la fonction dérivée. Je vais faire l'étude de signes facteur par facteur, sauf que le premier facteur qui est une exponentielle est toujours positif, donc en fait je n'ai pas vraiment besoin de faire l'étude de ceci. Le signe de f' de x va entièrement dépendre du signe de 50 moins 2x. La valeur pivot, c'est 25, et donc j'ai les signes suivants, puisqu'il s'agit du premier degré, et que le coefficient de x est négatif, j'aurai un moins derrière à droite du 0 et un plus à gauche. Voici le signe de ma dérivée. Question suivante, on vous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f de x. Alors j'ai laissé ceci imprimé, puisqu'évidemment le tableau de variation va entièrement dépendre du tableau de signes de la dérivée. Là où la dérivée est positive, ma fonction est croissante. Là où elle est négative, ma fonction est décroissante. Et là où elle est 0, eh bien dans ce cas-ci, nous aurons un maximum.
Quatrième question, on vous demande pour quelle quantité de minerai extrait le bénéfice est maximum et quel est ce bénéfice? La réponse, elle est indiquée ici évidemment. C'est pour 25 tonnes de minerai extrait que le bénéfice sera maximum. Si on veut savoir à combien s'élève ce bénéfice, il suffit de prendre la fonction ici qui vous donne le bénéfice et de remplacer x par cette valeur-là, c'est-à-dire par 25. Et on peut faire ce calcul à la calculatrice, on obtient 1,64 million d'euros. Dernière question, une question de géométrie analytique dans l'espace. On vous donne un cube représenté ici en perspective cavalière, de côté 1, et on vous dit que I est le milieu du segment EF. Dans tout l'exercice, on se place dans le repère qui est donné ici, ce qui veut dire que AB, c'est mon axe X, AD, c'est mon axe Y, je l'ai dessiné en pointillé puisqu'il est caché quelque part par le cube, il va vers l'arrière de votre feuille ou de votre écran, et AE, c'est mon axe Z. On vous demande de donner les coordonnées des points B, G, I et F. Donc ça, à vous de regarder sur le dessin, par rapport aux axes qui sont dessinés ici, chaque fois les coordonnées de B, des différents points. Donc B, c'est le point 1, 0, 0. Le point G, c'est 1, 1, 1. Le point I sera donc x égale 1 demi, y 0 et z égale à 1. Et le point F sera 1, 0, 1. Et on vous demande de déterminer une équation cartésienne du plan BGI. Pour déterminer l'équation cartésienne, vous pouvez par exemple passer par les équations paramétriques et puis isoler les paramètres et les supprimer de l'équation. Pour faire une équation paramétrique, il vous faut un point du plan. Moi, je vais considérer le point B, qui est donc ici, 1, 0, 0. Et il vous faut deux vecteurs directeurs. Je vais considérer le vecteur BG. Alors, pour calculer ce vecteur BG, je fais les coordonnées du point G moins les coordonnées du point B. Donc, j'obtiens 0, 1, 1. Et je vais considérer le vecteur directeur GI. Donc, je vais prendre les coordonnées du point I et je vais soustraire les coordonnées du point G. Donc, j'obtiendrai moins 1 demi, moins 1, 0. Les coordonnées paramétriques, alors, s'écrivent très facilement. X, Y, Z égale, tout d'abord, les coordonnées du point B. Donc, ici, 1 et puis j'ai 0, 0. Il n'y a rien d'écrit. Puis, je vais prendre les composantes de ce vecteur-là multipliées par mon premier paramètre lambda. Donc, ici, j'ai 0. Donc, je n'ai pas de lambda ici pour X, mais je vais avoir un lambda en Y, un lambda en Z. Et puis, les composantes du deuxième vecteur directeur multipliées par mon deuxième paramètre que j'ai appelé mu. Donc ici, je vais avoir moins 1 demi mu, moins mu, et ici, plus 0 mu. Et voici les équations paramétriques de mon plan. Pour avoir une équation cartésienne, je vais éliminer le lambda, éliminer le mu. Et dans ce cas-ci, c'est assez facile parce que d'ici, je vais pouvoir isoler le mu. Et ici, je vois que lambda, c'est tout simplement z. Alors, je vais remplacer mu par cette expression qui contient x ici dedans, et je vais remplacer lambda par z. Ça me donne l'équation cartésienne suivante. Y, et donc ici, y, que je reprends là, égale lambda remplacé par z, moins mu remplacé par ceci, donc plus 2 fois x moins 1. Bien évidemment, on a l'habitude d'écrire l'équation cartésienne sous la forme ax plus by plus cz plus d. Donc, je fais passer tout ça de l'autre côté et je distribue ici le 2 pour obtenir l'équation cartésienne que voici de mon plan BGI. La question suivante me demandait de déterminer les équations paramétriques d'une droite D qui passe par F et qui est orthogonale au plan BGI. Alors j'ai repris ici les résultats du slide précédent où on avait donc le plan BGI dont on a l'équation cartésienne ici et le point F dont on avait calculé les coordonnées 1, 0, 1. Alors, rappelez-vous que dans un plan, dans l'équation cartésienne d'un plan, les coefficients de x, y, z correspondent au vecteur normal du plan, donc à un vecteur qui est perpendiculaire au plan. Si on me demande une droite orthogonale au plan, ça veut dire que ce vecteur normal est le vecteur directeur de la droite. Donc, mes équations paramétriques s'écrivent de manière très automatique. Je mets 1, 0, 1, ici les coordonnées de f, plus mon paramètre multiplié par le vecteur normal ici, 2, moins 1 et 1. 2, moins 1 et 1. Et je n'oublie pas, quand j'écris des équations paramétriques en réponse, de bien préciser que mon paramètre est un nombre réel. Dernière question de cet examen. On me demande de déterminer l'intersection de cette droite avec le plan BGI
pour déterminer l'intersection de deux objets mathématiques dont on a les équations, il suffit de faire un système d'équations qui reprennent les équations du premier objet et les équations du deuxième objet. Donc ici, j'ai les équations paramétriques de ma droite et ici, j'ai l'équation cartésienne de mon plan. Alors, pour résoudre ce système, c'est assez facile puisque ici, nous avons x, y, z exprimés en fonction de mu. Je peux remplacer x, y, z dans la dernière équation ici par leur expression avec des mu, ça me donne une équation à une seule inconnue en mu. Je peux déterminer la valeur du mu dans cette équation-là. C'est assez facile, je trouve moins 1/6. Et dès que j'ai ce mu, il suffit que je remplace mu par cette valeur moins 1/6 ici et je vais trouver x, y, z, les coordonnées du point d'intersection de D et de pi. J'ai donc 2/3, 1/6 et 5/6. Voilà, j'espère que ces explications sont claires pour vous et qu'elles vous aident dans votre travail et dans votre préparation. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de votre travail et puis bonne chance le jour de l'examen. Bon travail à vous!